crains malheureusement d'abonder involontairement dans le sens de ce qui vient d'être dit. Alors je vais quand même faire une petite précision. C'est que j'ai choisi ce matin de présenter 6 cas, mais 6 cas qui sont évidemment parmi les plus tordus d'une certaine façon et parmi les plus compliqués pour déterminer si on est en présence d'une aide ou pas. Ce n'est pas toujours le cas. Donc dans un très grand nombre de cas, on arrive, évidemment il faut être un peu spécialiste de la matière, mais on arrive tout de même à déterminer si on est en présence ou pas d'une aide. On a normalement 4 critères s'agissant de l'existence d'une aide, donc 4 critères bien connus que je ne vais pas rappeler, et ces critères en réalité sont tous controversés et leurs frontières sont difficiles à cerner. Je vais me pencher sur les critères qui tournent autour de l'avantage sélectif, donc qui est normalement l'un des 4 critères de l'existence d'une aide. Et je vais diviser mon intervention en 2 parties. L'une qui va concerner le principe de l'opérateur privé avisé en économie de marché, et l'autre qui va concerner les questions de sélectivité. Alors, est-ce qu'on voit le slide? Non, on ne voit pas le slide. On le voit là. Très bien. Merci. Donc, je commence par le principe de l'opérateur privé avisé en économie de marché. Alors, le principe a une fonction particulière, c'est que si l'État se comporte comme le ferait un opérateur privé avisé en économie de marché, alors l'opérateur ne reçoit pas un avantage. Donc c'est un principe qui sert à disqualifier la notion d'avantage. Si vous n'avez pas d'avantage, vous n'avez pas d'aide d'État. Donc l'État a un intérêt particulier à démontrer qu'il s'est comporté comme un investisseur privé avisé en économie de marché. Seulement, c'est une fiction. Les pouvoirs publics ne se comportent jamais vraiment comme des opérateurs privés avisés en économie de marché. Ils ont toujours une pluralité d'objectifs, en réalité. Et donc, on va voir comment cette fiction est mise en œuvre. Alors, le principe, on va le rappeler tout de suite. Afin d'apprécier si une mesure constitue une aide, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. En 2012, l'arrêt EDF a donné en quelque sorte un mode d'emploi pour savoir comment on allait appliquer ce principe de l'investisseur privé avisé, et c'est l'un des arrêts les plus importants, je dirais, dans le domaine au cours de ces dernières années. Je vais traiter maintenant 3 questions plus spécifiques. Et je vais commencer par l'affaire Orange, pour donner disons, un contenu concret à tout ça. Comment est-ce qu'on va appliquer le principe de l'investisseur privé lorsque la mesure s'inscrit dans le contexte d'un marché qui est déjà profondément transformé par l'action de l'État? En d'autres termes, est-ce que vous allez regarder uniquement un événement à un instant T? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'État, j'agis comme le ferait un investisseur privé? Ou est-ce que vous allez aussi examiner tout ce qui précède, les éléments de contexte, et en déduire que l'État ayant profondément en réalité manipulé le contexte de marché, au moment où il n'intervient plus comme un opérateur privé avisé en économie de marché? C'est un élément qu'on va voir dans 2 situations, au début de la deuxième partie aussi. Est-ce qu'on doit considérer les événements isolément ou de façon groupée? Alors, je vais rappeler très brièvement de quoi il s'agissait. Il s'agissait dans l'affaire Orange, donc de la situation de France Télécom en 2002. En 2002, France Télécom est dans une situation très difficile, on l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais on s'interroge sur sa survie. Et à partir de juillet, les pouvoirs publics vont faire toute une série de déclarations indiquant que, en cas de difficulté, elles soutiendront, ces autorités, France Télécom. Mais elles ne mettent pas d'argent à sa disposition à ce moment-là. Première étape.
en décembre 2002, début du mois, l'État annonce qu'il va accorder une avance d'actionnaire à France Télécom. Et vers le 20 du mois, il accorde effectivement cette avance d'actionnaire. Donc l'État va mettre à disposition des ressources d'État en décembre. Si vous vous placez en décembre, en fait, les déclarations ministérielles ont déjà permis au marché de se redresser. Donc, les déclarations ont conduit les différents acteurs de marché à considérer que finalement France Télécom est plus sûr qu'il ne semblait au début de l'année. Pourquoi? Parce que l'État a dit qu'il injecterait de l'argent. Donc vous avez deux grilles de lecture possibles. Soit vous vous situez en décembre, vous regardez uniquement ce qui se passe au moment où vous donnez l'avance d'actionnaire et l'État s'est comporté effectivement comme l'aurait fait un investisseur privé avisé en économie de marché, ou bien vous tenez en compte le fait que le contexte de l'intervention de l'État est profondément modifié par l'État lui-même et qu'on n'est donc plus dans une situation de marché. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la Cour et le tribunal se renvoient la balle. La Commission a considéré qu'on était initialement en présence d'une aide d'État. Elle a considéré qu'il était complètement artificiel de couper en tranches la suite des événements que je viens de décrire. Le tribunal a annulé une première fois, c'est parti à la Cour a cassé l'arrêt et l'affaire est donc revenue ensuite devant le tribunal. Et en juillet dernier, le tribunal, au terme d'une analyse extrêmement subtile qui fait maintenant l'objet d'un nouveau pourvoi dans lequel je suis agent, je tiens à le préciser, le tribunal, au terme d'une analyse extrêmement subtile, considère qu'en réalité, on n'est pas en présence d'une aide d'État. Alors, en fait, ce qu'avait fait la Cour dans son arrêt de 2013, c'est qu'elle avait considéré que toutes les déclarations procuraient en principe un avantage à France Télécom. Et elle avait également considéré qu'il fallait examiner conjointement les interventions consécutives qui présentent notamment au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l'entreprise au moment de l'intervention, des liens tellement étroits qu'il est impossible de les dissocier. Et puis la Cour avait appliqué ça à deux événements de décembre, l'annonce de l'avance d'actionnaire et l'avance d'actionnaire. Et le tribunal refuse en fait, quand il applique le principe de l'investisseur privé en économie de marché, de regarder toute la séquence des événements et il va s'en tenir uniquement à la situation de décembre. Il estime qu'il faut rester à un moment précis pour l'application du principe, donc à un événement précis, pour le principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché, et qu'on ne peut pas considérer que les déclarations ministérielles forment un ensemble indissoluble avec les événements de décembre. Implicitement, pour le tribunal, c'est une séquence d'événements trop longue et qui a été interrompue par d'autres événements. C'est-à-dire que, par exemple, en septembre, France Télécom a commencé à mettre en place un plan de restructuration. Donc, est-ce qu'on est toujours sous l'influence des déclarations de l'État? Comment se combinent les déclarations de l'État avec de véritables facteurs de marché? Le tribunal considère que ce n'est pas suffisamment caractérisé pour arriver à la conclusion qu'on est en présence d'une aide d'État. Et on voit ici que, enfin, je vous ai indiqué tout à l'heure que finalement le principe de l'investisseur privé, c'était le pendant de l'avantage. Or, la Cour a examiné l'avantage sur toute la période et le tribunal, lui, va miner en quelque sorte l'existence de l'avantage en se fondant sur le tout dernier élément de la période. Donc c'est une affaire à suivre, mais c'est une affaire qui montre bien que on est en présence en fait dans cette histoire je dirais d'une approche étroitement juridique, un peu formaliste du tribunal, et d'une approche de la Commission, et vous m'excuserez de défendre la Commission, mais de la Commission et de la Cour qui s'attachent davantage à la réalité économique et à l'ensemble indivisible en quelque sorte que constituent ces différents éléments. Je passe à un deuxième cas qui est peut-être moins difficile et je vais m'attacher à un
un aspect de ce cas. Ce sera l'affaire SNCF. Et c'est une affaire un peu particulière qui a donné lieu à un arrêt de 60 pages. Donc je ne vais évidemment pas décrire toute l'affaire, mais on avait une première décision de la Commission qui, en fait, imposait des mesures compensatoires concernant l'entreprise Cernam. Donc l'entreprise Cernam avait reçu des aides à la restructuration d'un montant de plus de 500 millions d'euros, et la décision de la Commission l'obligeait à se retirer d'un certain nombre de marchés. Qu'a fait l'État? Personne ne voulait de Cernam à l'époque. Cernam faisait partie de ces fameux canards boiteux, je ne vais pas tous les citer évidemment, mais enfin c'était il y a encore quelque temps, jusqu'à ce qu'il y ait une liquidation, un canard boiteux. Et donc l'État a dû payer quelqu'un pour reprendre les parties de Cernam qui devaient être abandonnées au marché. C'est une vente à prix négatif. Et l'État a dit, mais finalement, ce que je fais là ne confère pas un avantage à Cernam. Je me comporte comme le ferait un opérateur privé avisé en économie de marché qui est doté d'un canard boiteux et qui doit s'en débarrasser. Et donc, qui va payer quelqu'un pour racheter ce canard boiteux. Eh bien, dans ce cas-là, le principe de l'investisseur privé avisé ne s'applique pas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'applique pas? Parce que l'État, ici, exécute une décision dont l'objectif est de prendre des mesures compensatoires pour une distorsion de concurrence, et donc certainement pas de renflouer l'entreprise, puisqu'en réalité, on vendait l'entreprise en la renflouant par le biais d'un prix négatif. Donc l'État, dans ce cas-là, a agi en tant que puissance publique et non pas en tant qu'opérateur privé avisé en économie de marché. J'en viens à un troisième arrêt qui, à mon sens, est, si on doit appliquer le principe de l'investisseur privé avisé, un mode d'emploi très complet. C'est l'arrêt Satché du 25 juin 2015. Alors, Satché, c'est un peu l'équivalent de la COFAS, mais en Italie. Donc, Satché fait de l'assurance crédit à l'exportation. Et en 2004, Satché va donner toute une partie de son activité, l'activité de marché, à une filiale qui va être Satché BT. Et il va y avoir 4 mesures, en gros, qui vont être prises. Donc un apport initial en capital, 2 apports suivants, et puis des mesures de réassurance de la filiale en question. Et la question est double dans cette affaire. Est-ce que l'action de Satché est imputable à l'État? Parce qu'on est en présence d'une entreprise publique, mais qui peut prétendre avoir agi sans que son action soit directement imputable à l'État en application de la jurisprudence Stardust. Cette question, je ne vais pas la traiter. Et il y a une deuxième question qui est posée. Est-ce que Satché a agi comme l'aurait fait un investisseur privé avisé en économie de marché? Alors, le tribunal rappelle d'abord une chose très importante qui est issue de l'arrêt EDF, c'est qu'on ne peut pas être un investisseur privé avisé par hasard. Ce que faisaient souvent les États membres avant EDF, c'est de dire finalement, je n'ai pas fait d'études au moment où j'ai réalisé mon investissement, mais il se trouve que mon investissement était rentable. Donc, j'ai agi comme l'aurait fait un investisseur privé avisé en économie de marché. Ça n'est pas possible. Il faut se placer au moment où l'investissement est effectivement réalisé. Donc, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l'opération réalisée par l'État membre ou l'entité publique concernée est privé de pertinence. Ensuite, l'arrêt va fixer un mode d'emploi sur ce que doit faire la commission quand elle examine si le critère a été rempli ou pas. Elle doit se procurer les éléments les plus complets et les plus fiables possibles. Et vous allez voir un peu plus loin dans quel degré de détail le tribunal a vérifié ça.
Elle doit ensuite effectuer, à partir des éléments obtenus auprès de l'État membre, une appréciation globale et déterminer si l'entreprise concernée n'aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d'un opérateur privé. Alors évidemment, ce qu'ont retenu un certain nombre de commentateurs, c'est le fait qu'il y a simplement un contrôle de l'erreur manifeste. Mais le tribunal, lui, rappelle que l'État membre doit fournir, lui, tous les éléments sur lesquels s'est fondée l'entreprise, des éléments objectifs et vérifiables, faisant apparaître que la décision est fondée sur des évaluations économiques préalables et surtout des évaluations tout à fait comparables à ce qu'aurait fait un investisseur privé. Donc si, en réalité, on n'a pas monté tout un dossier avant de réaliser l'opération, il est trop tard, évidemment, pour fournir des pièces qui montrent qu'au moment où on a pris la décision, on s'est comporté véritablement comme un opérateur privé avisé en économie de marché. Donc il va falloir des études qui vont être des études précises de rentabilité de l'entreprise. Le tribunal fait montre d'une certaine souplesse. Par exemple, il y a ici une aide qui va porter sur l'une des aides qui ne porte que sur 150 000 €. Il dit dans ce cas-là, un business plan n'est pas nécessaire. C'est une certaine souplesse, mais vous ne verrez pas beaucoup d'aides qui se limitent à dont le montant se limite à 150 000 €. Et même dans ce cas-là, il va examiner si vous avez, en tant qu'opérateur, cherché le même service auprès d'un opérateur privé, d'un vrai opérateur privé, donc pas d'un opérateur privé fictif, si vous avez obtenu, si on vous a répondu positivement. Là, par exemple, la réassurance ne pouvait pas être obtenue auprès d'autres opérateurs privés. SatChBT avait essayé, mais sans succès. Et il va examiner aussi si, lorsque le conseil d'administration de Satché s'est réuni, c'est bien ça qu'il a examiné. Et il va examiner aussi si ces pièces ont été fournies à la commission avant qu'elle ne prenne sa décision. En d'autres termes, ce qui peut apparaître comme une solution très souple, parce qu'il y a des tas de modulations. Et ici, on va par exemple prendre en compte le fait que l'une des décisions a été prise très peu de temps après la faillite de Lehman Brothers, et donc dans des conditions atypiques. Le tribunal en tient compte, mais tout doit être documenté, tout doit avoir été fait à l'époque, et on va regarder si effectivement toute cette étude-là a été réellement effectuée avant la prise de décision. Donc, il précise que tout ça que cette étude, cette évaluation économique préalable doit être faite en fonction de la nature et de la complexité de l'opération en cause, de la valeur des actifs, des biens ou des services concernés et des circonstances de l'espèce. J'ajoute que même quand les études sont fournies, il va s'interroger sur la pertinence de ces études. Par exemple, ici, on avait une étude qui avait été faite très peu de temps justement avant la faillite de Lehman Brothers et qui a servi à prendre une décision d'investissement quelques mois plus tard. Eh bien, le tribunal considère que cette étude ne peut pas servir de support à un comportement d'investisseur privé avisé en économie de marché. Pourquoi? Parce qu'un investisseur privé avisé aurait manifestement tenu compte du changement de circonstances et donc fait faire une nouvelle étude. Donc, je crois que l'élément important à retenir ici est qu'il faut distinguer entre la théorie du contrôle, qui est qu'on contrôle uniquement l'erreur manifeste d'appréciation, et la pratique du contrôle. C'est une pratique qui est sévère à la fois pour les opérateurs économiques, pour l'État, mais aussi pour la Commission. Parce que si la Commission, quand elle vérifie, a oublié l'un de ces éléments pertinents, sa décision est annulée également. Donc, c'est une analyse qui est relativement flexible parce qu'elle essaye de se caler le plus possible sur ce que ferait vraiment le marché. Mais alors, du coup, c'est devenu beaucoup plus difficile à prévoir. Et si vous examinez, parce qu'on a eu également, ce n'est pas le seul cas, on a eu toute une série de cas concernant donc il y a 3 arrêts qui apparaissent actuellement sur l'écran et qui concernent des ventes de terrain. On pourrait se dire, les ventes de terrain, c'est quand même plus simple qu'un investissement dans quelque chose qui ressemble à la COFAS. En fait, sur ces 3 affaires, la première a été perdue par la Commission et les 2 autres ont été gagnées. Mais ce qui est important n'est pas de savoir qui a perdu ou qui a gagné,
c'est que dans toutes ces affaires-là, le tribunal a procédé à un examen extrêmement fouillé. Donc s'il y a une circonstance particulière qui n'a pas été prise en compte par la commission dans son analyse, c'est le cas pour la première affaire où on n'avait pas examiné de façon suffisamment précise l'un des contrats pour l'aménagement d'un centre-ville, annulé. Dans les autres affaires, même si vous produisez une expertise sur la vente de terrain, on va regarder le contenu de l'expertise, pas le fait que vous vous soyez adressé à un cabinet d'audit qui est particulièrement connu et bien rémunéré. On va s'intéresser au fait qu'on va regarder concrètement ce que l'expert a fait et on va discuter ce que l'expert a fait. Donc c'est un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, mais un contrôle sur la nature duquel on ne doit pas se leurrer. J'en ai terminé sur toute la partie du principe de l'opérateur privé avisé. Je passe maintenant à la deuxième partie, mais si vous pensez qu'à un moment donné c'est trop long, vous m'interrompez. La sélectivité. Alors la sélectivité, c'est réputé être le critère clé de l'existence d'une aide d'État. Mon chef d'équipe, quand j'ai démarré dans ce secteur, disait que celui qui comprend la sélectivité comprend les aides d'État. Donc c'est vraiment, disons, la clé de voûte du système. Quel est le problème de la sélectivité? C'est que l'article 107, paragraphe 1, ne vise pas les mesures qui s'appliquent à la généralité des entreprises. Si vous prenez une mesure qui concerne toutes les entreprises, en France par exemple, elle n'est pas sélective, ce n'est pas une aide d'État. Vous baissez le niveau de l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas une aide d'État parce que toutes les entreprises, quel que soit le secteur, en bénéficient. Non, constituent une aide d'État seulement les mesures qui favorisent certaines entreprises ou certaines productions. Je vais commencer par l'affaire Moll, qui elle aussi est allée en pourvoi et qui a été perdue par la Commission, aussi bien en première instance qu'en pourvoi. Et la question que s'est posée la Cour dans l'affaire Moll est la suivante. Elle était en présence d'un avantage qui avait été donné à une entreprise. Donc, a priori, une entreprise, c'est sélectif, c'est une entreprise, pas la généralité des entreprises. Et en plus, sur utilisation d'un pouvoir discrétionnaire, donc pas en application d'un texte général. Et elle conclut, très bizarrement, que cette aide n'est pas sélective. Alors, maintenant, je vais entrer un peu plus dans l'affaire pour qu'on comprenne où était vraiment le problème et pourquoi elle a considéré que ce n'était pas sélectif. Nous sommes ici dans le cas d'une mine. Moll, c'est une compagnie hongroise, pétrolière et gazière. Elle a passé un accord avec la Hongrie en 2005. Et dans ce genre d'activité, on paye des redevances qui sont normalement fixées par la loi. Sauf qu'en 2005, dans l'accord, la compagnie en question obtient une prorogation pour l'exploitation des mines et elle va payer une redevance plus élevée que ce que décide la loi. La loi décide que c'est 100, elle va payer 150. Mais elle obtient la garantie que cette redevance ne sera pas modifiée dans les 15 ans suivants. En 2007, les situations de marché est modifiée. La Hongrie modifie sa loi et augmente le niveau des redevances, mais alors cette fois-ci au-dessus du niveau des redevances payées par Moll. Dans mon exemple, 200. Et du coup, évidemment, Moll se trouve avantagé jusqu'en 2020. Et elle est la seule compagnie à bénéficier de cet avantage-là, au terme d'un accord qui la concerne, elle et elle seule. Alors, pourquoi? Alors, d'abord, que dit la Cour? Elle dit qu'il faut distinguer nettement, et ça c'est l'un des exemples précis, entre l'avantage et la sélectivité. On a tendance à confondre souvent les deux critères, et donc elle estime qu'il faut avoir une approche très différenciée entre les deux. Et puis elle va distinguer entre régime général et aide individuelle. Et bizarrement, elle va requalifier le premier accord qui concerne une seule entreprise en
application d'un régime général. Alors, comment est-ce qu'on réalise ce tour de passe-passe? C'est qu'en fait, dans la loi, il y avait une disposition qui permettait en théorie à la généralité des entreprises de demander un accord. Ensuite, il y avait un pouvoir discrétionnaire qui s'exerçait au moment où on concluait l'accord, mais un pouvoir discrétionnaire qui était très encadré, qui répondait à un souci en fait d'égalité de traitement entre les différentes mines. Et donc, elle va ramener cette mesure qui, quand même, est d'apparence mesure individuelle, à l'expression d'une mesure générale. Et puis, elle va s'interroger ensuite sur le point de savoir quel est le lien entre ce qui s'est passé en 2005 et 2007. Est-ce qu'en 2005, quand l'État passe cet accord, il a déjà en tête le fait qu'en 2007, il va augmenter les redevances? Alors, vous voyez que là, on débouche sur quelque chose qui est très particulier, qui est un critère, mais alors complètement subjectif. Alors, dans cette affaire-là, la Cour, après le tribunal, considère que, en réalité, la situation de marché a profondément changé entre 2005 et 2007. L'État n'avait pas en tête en 2005 ce qu'il allait faire en 2007. Donc, ce sont deux mesures qui s'analysent indépendamment l'une de l'autre. Mais enfin, dans des cas concrets, c'est toujours très difficile, c'est de départager sur donc ce qui est aide et ce qui n'est pas aide sur le fondement d'un critère intentionnel. Normalement, l'objectif n'entre pas en ligne de compte, et ici, il est entré en ligne de compte. Donc, bien sûr, on est en présence d'un cas qui est un cas très particulier. La Cour a pris toute une série de précautions dans cette affaire pour éviter que ce raisonnement ne soit transposable à une grande masse de cas de figure. Mais enfin, quand on examine cet arrêt, on se dit que la question de savoir si on frappe la généralité des entreprises ou une catégorie d'entreprises devient quand même très aléatoire. Nous arrivons maintenant à une autre controverse qui est plus connue que celle de Moll, et qui est la suite d'arrêts dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui, eux, sont un petit peu plus anciens que ceux que j'examine. Et donc, l'arrêt un petit peu plus ancien, n'exagérons rien, date de 2014, et ce sont les affaires Autogrill et Banco Santander. Alors, je rappelle très, très brièvement de quoi il s'agit pour Autogrill et Banco Santander. On était en présence d'une aide à l'exportation de capitaux en Espagne. Et s'agissant de cette aide à l'exportation de capitaux, le tribunal a considéré que, en fait, elle visait potentiellement toutes les entreprises, parce que toutes les entreprises peuvent exporter des capitaux. Alors, on avait déjà une jurisprudence auparavant qui disait que les aides à l'exportation étaient sélectives. Elles visent une catégorie d'entreprises, la catégorie des entreprises qui exportent. Le tribunal, dans l'affaire que je cite, et qui n'est pas celle-là, mais qui est juste la précédente, nous dit « oui, mais en fait, on ne peut pas transposer ce raisonnement à l'exportation de capitaux ». Donc vous voyez, la frontière est quand même déjà très très fine. Et dans Autogrill, on semble, disons, s'acheminer vers l'idée selon laquelle, pour qu'une mesure soit sélective, il faut qu'elle vise une catégorie prédéterminée d'entreprises. Donc, une catégorie d'entreprises, mais pas une catégorie d'opérations. Si je donne une aide, si je prends une mesure en faveur de l'exportation, alors on va considérer que je vise une catégorie d'entreprises. Si je prends une aide en faveur de l'exportation de capitaux, on va considérer que c'est une mesure horizontale qui ne vise pas une catégorie prédéterminée d'entreprises. Alors ici, on a affaire à un cas qui est très compliqué et je pense que je vais tout de même... je ne vais pas vous présenter tout ça, je veux juste me dédouaner du fait que le cas est très compliqué et qu'on est en présence d'une situation un peu particulière. Ici, on est en présence d'un régime de leasing fiscal. Donc je quitte Autogrill un instant et je passe au leasing fiscal. C'est un régime très compliqué, donc mis en place par l'Espagne, toujours l'Espagne, et qui vise à
favoriser l'achat de navires en Espagne. Seulement, c'est un système qui, en réalité, va être un système d'optimisation fiscale. L'État ne verse pas directement l'argent lui-même. Il va accorder toute une série de déductions fiscales, et notamment à des groupements d'intérêt économique. Alors, ces groupements d'intérêt économique, qui sont au cœur du système et en réalité par lesquels passe tout le système d'avantages, va regrouper simplement des entreprises de tous les secteurs économiques qui veulent tout simplement avoir un produit de défiscalisation. Je n'entre pas dans la technique, mais c'est un produit de défiscalisation, et ce produit de défiscalisation est accordé à condition que l'investissement soit réalisé pour la construction de navires. C'est une aide on ne peut plus sectorielle qui vise à aider le secteur de la construction navale en Espagne. Mais l'aide a pour bénéficiaire direct la généralité des entreprises qui achètent ce produit auprès de leur banque. Eh bien, le tribunal va considérer dans ce cas-là que, en réalité, comme tout le mécanisme passe par une déduction d'impôt sur les sociétés pour les investisseurs et que les entreprises de tous les secteurs peuvent en réalité investir de cette façon-là, la mesure n'est pas sélective. Alors que c'est typiquement un cas, si vous voulez, il y a deux manières ici d'envisager le cas. Soit on se penche sur le sort des groupements d'intérêt économique, et alors on arrive au raisonnement qui a été suivi par le tribunal, soit on regarde à quoi sert l'ensemble du schéma, et l'ensemble du schéma, il a une finalité extrêmement simple, c'est d'éviter la faillite des chantiers navals en Espagne. Et alors, là, on a une sélectivité sectorielle évidente. Simplement, ce que va faire le tribunal, c'est se pencher uniquement sur un petit bout du schéma. Évidemment, on ne sait pas à l'avance si le tribunal va se pencher sur un petit bout du schéma ou sur la totalité du schéma. Cette affaire donne lieu également à un pourvoi, enfin, va donner lieu à un pourvoi dans les jours qui viennent. J'en arrive au dernier point que je voulais présenter, qui concerne toujours la notion de catégorie d'entreprise. Ce sera l'arrêt Heitkamp. Alors, je vais vous présenter tout simplement le cas qui est beaucoup plus simple que ce qu'on vient de voir et qui est le suivant. L'Allemagne prévoit dans sa législation une possibilité de report de perte d'une année sur l'autre. Ça, c'est la règle générale. Et puis, elle prévoit une exception. L'exception est la suivante. Lorsque l'entreprise change d'actionnariat, il n'y a plus de possibilité de report de perte. Mais elle prévoit aussi une exception à l'exception pour les entreprises en difficulté. Donc, si vous rachetez une entreprise en difficulté qui a fait des pertes au cours des années précédentes, eh bien, vous pouvez faire le report de perte. Si vous achetez une entreprise qui n'est pas en difficulté, mais qui, en fait, a fait des pertes, vous ne pouvez pas faire le report de perte. Alors, comment est-ce qu'on va analyser cette mesure ? Et est-ce qu'on va considérer qu'on est en présence d'une mesure sélective ou pas ? L'Allemagne disait la chose suivante. Elle disait, finalement, si j'ai prévu une exception à l'exception, c'est pour revenir à la règle générale. Ce que je veux éviter quand j'édicte cette exception qui est interdiction de report de perte, dans certains cas, c'est qu'on achète une coquille vide. En d'autres termes, vous achetez une entreprise qui n'a rien à vous offrir d'autre que ces reports de perte. C'est un mécanisme de contournement fiscal. Et l'Allemagne nous dit, oui, mais en fait, on est dans une situation où les entreprises en difficulté ne sont pas des coquilles vides. Elles ont elles aussi une activité, et donc le risque, la raison pour laquelle j'ai prévu mon exception auparavant ne joue pas dans le cas des entreprises en difficulté.
Donc ce que je fais en réalité, c'est toujours d'appliquer ma règle générale, le report de perte est autorisé, dans le cas où on n'est pas dans une coquille vide. Ce que va faire le tribunal, c'est qu'il va regarder si le système qui a été mis en place par l'Allemagne est complètement cohérent. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'il y a également d'autres situations que celles des entreprises en difficulté dans lesquelles on n'a pas affaire à une coquille vide. Pourtant, pour ces entreprises-là, il n'y a pas d'autorisation de report de perte. Et puis, il y a aussi des cas dans lesquels les entreprises en difficulté vont quand même constituer des coquilles vides. Il va donc tester la cohérence du système d'exception. Et il va constater à partir de là qu'on n'est pas en fait en présence d'un système qui revient à la règle générale, mais qu'on est bel et bien en présence d'une exception à l'exception, et donc par nature sélective. Autre argument très intéressant, et j'en terminerai par là, dans cette affaire, qui était employée par les requérants qui ont perdu, hein, ça c'est une affaire gagnée par la commission. L'autre argument qui avait été employé était le suivant. La mesure va profiter aux entreprises en difficulté. Les entreprises en difficulté, on les trouve dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas une mesure sélective. Ils ont essayé d'utiliser la jurisprudence autogrill que je mentionnais tout à l'heure. Et là, le tribunal dit non, non, entreprise en difficulté, c'est une catégorie d'entreprise. On va s'attacher aux caractéristiques de l'entreprise. Vous voyez que là encore, la frontière avec autogrill est extrêmement difficile à déterminer. Alors, je vous prie de m'excuser sur le caractère un peu technique de ces différents éléments. Peut-être que j'aurais dû être, disons, plus général sur les différents points. Mais ce que je voulais essayer de montrer, c'est que dans un certain nombre de cas, pas tous, mais dans un certain nombre de cas, l'issue des opérations est complètement imprévisible. La plupart des cas pour lesquels que je viens d'évoquer, soit ont donné lieu à un pourvoi, soit vont donner lieu à un pourvoi, ils vont remonter à la Cour. Je me suis aussi intéressé aux critères qui sont les plus difficiles. Si j'avais par exemple examiné la question de la distorsion de concurrence ou de l'affectation du commerce intracommunautaire, je n'aurais jamais pu faire un développement comme celui-là. Je vous remercie.